Très bien. Bonjour, je suis professeur Birahim Bounignan. Je suis chargé de présenter le module sur la modélisation macroéconomique et dans une perspective orientée plutôt vers les pays en développement en général et les pays africains en particulier. Alors, ce module a un certain nombre d'objectifs. D'abord, un objectif général et des objectifs spécifiques. L'objectif général, c'est de permettre aux participants de se familiariser avec les différents types de modèles macroéconomiques qui sont appliqués aux pays en développement. À côté, il y a également un certain nombre d'objectifs spécifiques, à savoir permettre aux participants d'appréhender les spécificités, l'objet, la logique de fonctionnement, ainsi que les faiblesses des modèles. Et plus spécifiquement, il s'agit des modèles suivants. Il s'agit d'une part des modèles comptables ou quasi-comptables. Il y a également les modèles macroéconométriques, les modèles d'équilibre général calculable et enfin les modèles dits DSGE. Alors voilà comment se présente le plan au niveau de ce module, c'est-à-dire les différents points qui vont être abordés. D'abord, un premier point va porter sur la modélisation macro dans les pays en développement et plus spécifiquement sur la justification de ce type d'exercice, l'objet et également les limites des modèles qui sont appliqués aux pays en développement. Un deuxième point va porter sur les modèles macroéconomiques comptables ou quasi-comptables. Un troisième point va traiter des modèles macroéconométriques. Il y aura un quatrième point, les modèles d'équilibre général calculable. Et enfin, le dernier point sera consacré au modèle dit DSGE. Alors, en ce qui concerne la modélisation macroéconomique dans les pays en développement, d'abord, on peut dire que la modélisation se justifie d'abord quelques aspects conceptuels, notamment le concept de modèle. Un modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité à partir d'hypothèses et à partir également de l'information qui est disponible. Le modèle, effectivement, est une des méthodes les plus usitées par les économistes. Et il n'y a pas un seul type de modèle, il y a différents types de modèles qui varient en fonction de leur objet, en fonction de l'horizon temporel qui est considéré et en fonction également de la taille. Et le modèle, c'est un outil qui va permettre aux décideurs, qui va aider le décideur à préparer ses décisions. Alors, pourquoi recourt-on au modèle et plus spécifiquement au modèle appliqué aux pays en développement, ou bien de manière plus générale, hein, parce qu'en tant que méthode, l'utilisation du modèle se justifie à plus d'un titre. D'abord, le modèle donne plus d'informations et donne plus de garanties que ce qu'on peut appeler le dire d'expert, le fait de demander à un expert de se prononcer sur une question spécifique. Un autre argument est qu'aujourd'hui, avec les méthodes de calcul, notamment l'outil informatique, qui autorise effectivement les calculs, comment dire, assez complexes, assez lourds, là aussi, c'est une des justifications de l'utilisation des modèles. Et ensuite, un modèle a l'avantage de donner une certaine cohérence comptable, à savoir que si on a, par exemple, un choc qui va modifier l'offre, on va voir exactement quelles sont les différentes composantes de l'offre et comment également, du côté de la demande, effectivement, l'impact va se manifester. Alors, en ce qui concerne maintenant les modèles appliqués aux pays en développement, on peut en distinguer plusieurs, comme on a dit tout à l'heure. D'abord, les modèles dits comptables, ou quasi-comptables, les modèles macroéconométriques, les modèles d'équilibre général calculable, et également les modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général, ou encore modèles DSGE. Alors, ces modèles sont utilisés par différents acteurs. On entend par acteurs, d'une part, les gouvernements, d'autre part, les partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire les partenaires des pays qui vont les soutenir dans le programme de développement. Il
il y a également d'autres acteurs qu'on retrouve au niveau des marchés financiers internationaux, notamment les agences de notation et les banques d'investissement. Pour les gouvernements, à quoi servent les modèles? Les modèles les aident à formuler des stratégies de développement. Les modèles les aident également à pouvoir analyser des politiques publiques, notamment à quantifier certaines mesures de politique économique qui sont appliquées. Ils leur permettent également d'apprécier ce qu'on appelle la soutenabilité. Ça veut dire que est-ce que telle politique peut effectivement donner des effets positifs dans la durée, ou bien est-ce que dans la durée, ça peut avoir des conséquences ou des effets pervers pour l'économie. Un autre type d'acteurs qui utilise ces modèles, ce sont les partenaires techniques et financiers, en particulier ce qu'on appelle les multilatéraux, des organismes comme les FMI, comme la Banque mondiale. Et ces organisations utilisent également ces modèles pour formuler des programmes d'assistance, c'est-à-dire les programmes d'appui aux pays en développement, aux pays africains en particulier. Ils permettent d'assurer aussi le pilotage de ces programmes, et ça constitue pour eux aussi un instrument de dialogue. C'est un instrument de dialogue avec les pays qui bénéficient de leur appui. Et l'autre type d'acteurs, utilisateurs des modèles, ce sont les agents de notation ou les banques d'investissement. Les agents de notation, comme vous le savez, ont pour rôle d'évaluer les risques. C'est-à-dire s'il y a un acteur, en l'occurrence un pays en développement, qui doit lever des fonds sur les marchés et qui doit payer des intérêts, les intérêts qu'il doit payer sont évalués sur la base effectivement de cette évaluation des risques. Alors, ces agences donc, utilisent des outils, notamment des modèles, pour faire cet exercice d'évaluation risque-pays, et les modèles leur permettent également d'établir des scénarios de service de la dette, c'est-à-dire de voir à moyen et long terme quel est le profil de la dette et quelles peuvent être les conséquences économiques. Alors, les modèles, même s'ils sont utiles, comme on vient de voir, quand même, ont fait l'objet d'un certain nombre de critiques. On peut d'abord, il y a deux économistes, en particulier, qui ont eu à formuler cette critique. D'abord, il y a la critique qui a été formulée par Sims, parce que comme on le verra plus tard, dans un modèle, on va distinguer deux types de variables, des variables dites endogènes, c'est-à-dire expliquées par le modèle, et des variables exogènes, qui ne sont pas expliquées par le modèle. Et ces variables exogènes, très souvent, sont des variables instruments de la politique économique, des variables de commande sur lesquelles l'État s'appuie pour mettre en œuvre sa politique. Alors, Sims, sa critique consiste à dire que le choix du statut des variables n'est pas fondé statistiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des tests statistiques qui permettent de dire que telle variable est endogène, telle variable est exogène. C'est pourquoi lui, il a tendance à rejeter les modèles macroéconomiques classiques et à proposer à la place ce qu'on appelle les modèles vectoriels autoréductifs. Là aussi, on aura le loisir de revenir plus tard là-dessus. L'autre critique maintenant, c'est celle de Lucas, puisque dans les modèles macroéconométriques, si on fait un exercice de simulation, l'exercice consiste à faire un choc, à dire voilà, dans cette économie, voilà tel choc. Ça peut être un choc lié à l'environnement international, comme les termes de l'échange, comme le prix du baril qui se modifie, comme les taux d'intérêt internationaux également qui se modifient, ou bien des mesures de politique économique, comme l'État qui décide de modifier les taux d'imposition ou d'agir sur tel type de composante de la dépense publique. Et en général, quand on fait ce choc, on suppose que les paramètres ne bougent pas. Et les paramètres étant supposés invariants, on va voir quel est l'effet des chocs. Alors, Lucas, lui, considère que si on retient une hypothèse d'anticipation rationnelle, qui consiste à dire que les agents économiques ont une culture économique, et dès lors qu'il y a des chocs sur l'économie, ils vont anticiper les conséquences de ces chocs et ils vont modifier leur comportement. Dès lors, il n'est plus justifié de considérer que les paramètres sont invariants. Il est lieu de les modifier. Donc ça, également, c'est une des critiques adressées au modèle. Alors, le premier type de modèle maintenant que nous allons aborder, ce sont les modèles dits comptables ou quasi-comptables.
Un modèle est dit comptable ou quasi-comptable s'il ne comporte que des équations comptables ou très peu, pas du tout d'équations économétriques ou peu d'équations économiques. En général, il y en a une ou deux sur un modèle qui peut faire 10, 15, 20 ou 50 équations. Alors, quand un modèle a ce profil-là, on dit qu'il s'agit d'un modèle comptable ou d'un modèle quasi-comptable. Alors, un exemple type de modèle quasi-comptable, c'est le modèle input-output. Ce modèle input-output qui a été appliqué à beaucoup de pays en développement à partir des travaux de l'ONCF. Parce que l'ONCF, au début des années 40, a été le premier à utiliser ce type de méthodologie, parce que le modèle input-output part d'un des tableaux de la comptabilité nationale qu'on appelle le tableau entrée-sortie. C'est un tableau qui indique des échanges entre les branches d'activité dans une économie, parce que les branches sont à la fois clients et fournisseurs, les uns des autres. Alors, donc, il y a effectivement des échanges entre ces branches-là. C'est à partir de là que l'ONCF avait élaboré d'abord une méthodologie pour mesurer les effets d'une des composantes de la demande sur l'économie. Alors, ce type de modèle également, c'est un modèle qu'on peut appeler de type keynésien, parce qu'il va mettre beaucoup l'accent sur la demande. Et il permet effectivement de voir quelles sont les conséquences de la modification d'une des composantes de la demande. Parce que s'il y a un secteur, une branche d'activité qui voit par exemple la commande qui lui est adressée augmenter, cette branche, pour satisfaire cette commande, va augmenter sa production. En augmentant sa production, elle va utiliser des consommations intermédiaires qui vont provenir d'autres branches et ainsi de suite. Alors donc, il y aura des effets directs et des effets indirects qui vont être pris en compte effectivement par le modèle. Et au total, on aura l'effet global de la modification d'une composante de la demande sur l'activité économique ou sur le PIB de manière générale. Alors ça, c'est la méthode, comment dire, standard, mais ce type de modèle input-output a été appliqué dans beaucoup de pays en développement, et surtout dans les pays africains. Et dans les pays africains, notamment dans les pays francophones, ça a pris la forme d'un modèle appelé tableau. Et tableau, l'acronyme regroupe les noms des experts qui ont eu à élaborer. Ce sont des experts français de la coopération française. Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la Caisse centrale de coopération économique, qui est devenue aujourd'hui, bon, j'ai oublié le nom, bon, peut-être que ça va me revenir, l'AFD, voilà, l'AFD, l'Agence française de développement. C'est une sorte de banque de développement et un instrument d'intervention de la France dans les pays africains. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce modèle tableau? Bon, là aussi, comme les modèles input-output, il est de type keynésien. Dans ce modèle, on distingue ce qu'on appelle des branches d'offres et des branches, effectivement, de demande. Hein? Les branches d'offres, effectivement, ce sont des branches dont la production est déterminée par des facteurs exogènes, alors que les branches de demande sont la production dépend plutôt de la demande. Alors, ce type de modèle permet effectivement, repose sur un certain nombre, comment dire, d'hypothèses, en tout cas, quand, du point de vue des comportements, ces comportements sont traduits par des ratios qui sont constants, c'est-à-dire par exemple par des coefficients techniques, par des propensions à épargner, par des valeurs qui sont données à la vitesse de circulation de la monnaie ou bien à des taux de fiscalité apparents, etc. Et ce modèle se présente sous forme d'abord d'un tableau où il y a les hypothèses, un autre tableau où il y a le tableau entrée-sortie, aussi bien en volume qu'en valeur, un autre tableau également où il y a le tableau économique d'ensemble. Alors, il est doté d'une certaine flexibilité qui fait que
on peut y adjoindre de nouveaux modules. Il y a des modules qu'on a au départ, mais s'il y a des préoccupations spécifiques qui doivent être prises en charge par le modèle, il est possible également donc d'enrichir le modèle en ajoutant de nouveaux modules. Ça peut être un module sur la dette publique, ça peut être un module pour analyser les problèmes de pauvreté ou bien les problèmes du marché du travail, notamment à travers la relation salaire-profit. Alors, en termes d'utilisation maintenant, ce modèle permet de faire des prévisions à court terme, il permet d'analyser des variantes, il permet également de produire des comptes provisoires. Parce que il est courant, malheureusement, même si aujourd'hui beaucoup de progrès ont été faits, que dans les pays en développement, les pays africains, que les comptes nationaux soient produits avec un certain retard. Alors, ce modèle-là, c'est un outil qui permet de pallier un peu cela, qui permet de disposer, en tout cas de manière provisoire, de ces comptes-là. Alors, un avantage lié à ce modèle, c'est que ce modèle est peu exigeant en données statistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être élaboré dans un pays, même si il y a la base de données n'est pas très riche, c'est-à-dire on n'a pas des séries longues. Même si on a des données sur quelques années, cela suffit parce que c'est un modèle fondé sur des relations comptables qui n'utilise pas ou peu d'économétrie. Et donc, même quand le système d'information est assez lacunaire, il est possible de l'utiliser. Et ensuite, son utilisation est assez facile parce que et son coût est aussi faible. Ça ne nécessite pas des mois et des mois de travail ou la mobilisation d'une équipe quand même assez importante. Et surtout, ça peut tourner sur des tableurs classiques, notamment aujourd'hui. Avant, l'ancêtre d'Excel, c'était Lotus, mais aujourd'hui, un des tableurs les plus utilisés, c'est Lotus, c'est Excel, et il peut tourner aisément sur Excel. Alors, les avantages, donc, c'est que ce type de modèle input-output, c'est des modèles qui sont très adaptés à l'environnement des pays africains, où malheureusement, très souvent, l'appareil statistique est assez défaillant, puisque il est difficile d'avoir des séries longues de qualité sur une longue période. Ensuite, très souvent, les ressources permettant de faire des travaux de modélisation sont limitées généralement dans les administrations. Mais ce modèle aussi a des limites. Hein. Parmi les limites, on peut noter le fait qu'il ne permet pas d'analyser les programmes de réforme ou les changements structurels et il ne permet pas de pallier complètement également les défaillances de l'appareil statistique. Alors, deuxième type de modèle quasi comptable, hein, c'est le modèle dit RMSM. RMSM qui signifie Revised Minimum Standard Model. C'est un modèle en fait qui a été construit par la Banque mondiale dans les années 70 hein, et qui également pendant très longtemps a été beaucoup utilisé dans les pays en développement parce que c'est un outil surtout qui aide de planification, de préparation et de suivi des programmes de développement. Dans sa structure, il est fondé sur un nombre limité, effectivement, d'équations qui sont un nombre de 6. Ces équations qui vont décrire l'investissement, les importations, la consommation publique, les réserves en devises et également l'équilibre ressources-emploi. Bon, on va passer peut-être sur... voilà, on va passer sur les équations, on ne va pas les commenter dans les détails. Voilà, donc en gros, il y a un tableau qui synthétise un peu les statuts de ces variables. D'abord, il y a des variables cibles, c'est-à-dire qui vont concerner d'une part la balance de paiement et la croissance. Il y a des variables endogènes dans lesquelles on va retrouver l'investissement privé, la consommation privée et les importations. Comme variable exogène, nous avons les exportations. Les variables instruments, c'est-à-dire sur lesquels, effectivement, on peut agir, que ce soit l'État, par exemple, ce sont les dépenses publiques, ce sont les taxes, ce sont aussi les afflux de capitaux extérieurs.
également une valeur prédéterminée sur le revenu de l'année précédente et il y a un certain nombre de paramètres également. Alors, ce type de modèle, il est utilisé pour faire quoi? Pour estimer l'investissement et le financement extérieur qui sont nécessaires pour un objectif de croissance économique donné. Hein? Donc, si un pays se fixe un objectif de croissance, le modèle nous dit effectivement quel est l'investissement requis pour atteindre cet objectif et quel est le financement qu'il faut mobiliser, le financement extérieur pour pouvoir atteindre cet objectif. Ou bien, si, comment dire, si on sait que le taux de croissance, effectivement, est donné, non, ce qu'on avait, on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on se fixe un certain objectif de croissance, le modèle permet d'estimer l'investissement qu'il faut faire, l'effort d'investissement à réaliser et en même temps les financements extérieurs qu'il faut mobiliser. Ou bien, deuxième démarche, on sait qu'on ne peut pas faire un effort d'investissement qui dépasse un certain niveau. On ne peut pas mobiliser également un investissement qui dépasse un certain niveau. Compte tenu de ces éléments-là, le modèle permet de dire alors quel est le taux de croissance qui est réalisable. Alors, les avantages de ce type de modèle, ce modèle a une structure très simple et transparente. Ce modèle également, comme le modèle input-output, est adapté aux pays en développement où l'appareil statistique est assez différent. Alors, mais ce modèle a un certain nombre de limites et a été assez critiqué pour plusieurs raisons. D'abord, il y a certaines variables qui ne sont pas prises en charge, notamment l'inflation, le rôle que ça peut jouer. Et c'est un modèle aussi qu'on peut qualifier de amonétaire parce que les agrégats, enfin pas amonétaires, mais en tout cas, la monnaie ne joue pas un rôle actif. Hein. Ensuite, la modélisation porte essentiellement sur la demande, l'offre n'est pas modélisée. Et aussi, on peut retenir le fait que le modèle n'établit pas une relation explicite entre les variables politiques et la croissance économique. Hein? Donc, on a juste choisi un certain nombre de critiques, mais il y en a plusieurs d'autres, notamment le problème, le fait que du point de vue en ce qui concerne l'investissement est analysé uniquement en termes de volume, mais pas en termes d'efficience, en termes d'efficacité. Les modèles comptables et quasi-comptables, on fait juste une pause et on reprend pour poursuivre avec cette fois-ci les modèles macroéconomiques.